Salut Internet. Des batailles historiques, épiques ou légendaires, on en connaît pas mal. Par contre, citer des conflits totalement nuls et éclatés, là c'est une autre paire de manches. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de rectifier le tir et de partir à l'assaut de ces batailles qui me rendent plus perplexe qu'admiratif. À vos chars, Internet. Une micronation en guerre avec un pays disparu. Ah, on commence fort. C'est très absurde et pourtant, c'est ce qu'affirme le dictateur de la République de Molossia, Kevin Bowe. Avant que j'aille plus loin, faut déjà qu'on revienne sur la Molossia. Ne vous inquiétez pas, si le nom ne vous dit rien, c'est normal. Il s'agit d'une république autoproclamée et reconnue par absolument personne. Elle se situe dans le Nevada, aux États-Unis, et possède tout d'un état classique. Un bureau de poste de très haute qualité, une avenue principale digne des Champs-Élysées, un train à très grande vitesse, une monnaie, une prison, des gardes ultra pro et assez effrayants, bref, un état comme les autres. Bien, maintenant que je vous ai fait un petit tour d'horizon de cette maison, de cette nation, je peux revenir sur la guerre qu'elle entretient depuis 1983 avec la RDA, disparue, je le rappelle, en 1990, il y a 34 ans. C'est en 2008 que le ministère des Archives molossien, certainement Kevin, aurait retrouvé une déclaration de guerre contre l'Allemagne de l'Est, datée du 2 novembre 1983. Pourquoi ? On sait pas, et la Molossia non plus. On pourrait penser que la hache de guerre aurait donc été naturellement enterrée directement après la découverte de cette lettre, mais pas du tout, et pour une seule raison, l'île Ernst Thälmann. En 1973, cet îlot a été offert symboliquement par Cuba à la RDA. Techniquement, elle a toujours appartenu à Cuba, mais la République de Molossia estime qu'il s'agit du dernier bastion vivant du pays disparu. C'est très sérieux, la République craint des attaques d'iguanes communistes entraînées. En 2009, une expédition épique du service secret de Molossia y a même été menée pour observer les activités ennemies sur l'île. Ils en ont fait un film, tout aussi épique au vu des images. Mais après, pas de panique, si la situation était amenée à dégénérer, les Molossiens sont prêts grâce à leur Navy suréquipé de kayaks gonflables d'attaque et à leurs missiles balistiques. Et heureusement, car la guerre avec la RDA n'est pas la seule menée par Kevin et son peuple. Récemment, ces armées se sont battues contre le Moustachistan. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce numéro 6, c'est l'histoire d'une grosse boulette. Au cours de leur histoire commune, le Costa Rica et le Nicaragua se sont disputés à propos de leurs frontières. Et Google Maps n'a rien trouvé de mieux que d'attiser, malgré lui, le conflit entre les deux pays. Pour que vous compreniez, le Costa Rica, en temps normal, ça ressemble à ça. Mais en 2010, le service de Google proposait une version légèrement différente, légèrement amputée, vous voyez ? Alors on pourrait se dire, en soi, c'est pas si grave, c'est juste une carte sur Internet. Il y a certainement tout un tas de traités officiels qui garantissent l'intégrité des frontières, mais c'était sans compter un commandant de troupes militaires nicaraguayennes. Le gars s'est rendu sur le territoire en question, a installé un campement militaire et a, de fait, envahi le Costa Rica. Il a assuré que c'était une simple erreur de sa part. À la boulette. Mais ce n'est pas tout, le Nicaragua a demandé officiellement à Google Maps de ne pas rétablir leur erreur. Réaction du Costa Rica face à tout ça, ils ont envoyé des forces de l'ordre dans la zone afin de la sécuriser, évidemment. Je me dois de nuancer un petit peu. Google Maps a certes cristallisé les tensions entre les deux pays, mais ce territoire dont je vous parle depuis tout à l'heure, il s'agit d'une zone au nord de Isla Calero qui s'appelle Isla Portillos. Et cette région est disputée par les deux pays depuis le 19e siècle. Je veux dire, Google Maps n'a pas inventé cette frontière. Mais vous vous doutez bien qu'il n'en a pas fallu plus pour le Nicaragua qui a sauté sur l'occasion pour tenter de récupérer un territoire qu'il revendique depuis plusieurs siècles. Pour mettre fin au conflit, le Costa Rica a saisi la Cour internationale de justice qui a mené une enquête, tenu des audiences et rendu son verdict en février 2018. Le nord d'Isla Portillos appartient au Costa Rica et en installant un campement militaire, le Nicaragua a piétiné, pour le dire poliment, la souveraineté de son voisin. Une affaire qui a duré presque 10 ans quand même. Le tout début du 19e siècle a été, entre autres, marqué par les guerres napoléoniennes. En 1806, Napoléon Ier met en place un blocus continental et veut ainsi empêcher le Royaume-Uni de commercer avec le reste de l'Europe. Pas très sympa. En réponse à cela, le Royaume-Uni installe un embargo sur les ports français. Problème, les États-Unis veulent commercer avec la France. Ces tensions commerciales sont le point de départ de notre histoire, puisqu'elles vont à terme mener à la guerre anglo-américaine de 1812. Alors, je précise un petit peu, les origines de cette guerre sont évidemment
évidemment multiples. Les Américains revendiquent plusieurs territoires, notamment dans la région des Grands Lacs. Mais les peuples autochtones s'opposent à leur politique expansionniste. Et les Britanniques sont là pour les soutenir. C'est dans tout ce contexte qu'a eu lieu la bataille de Stony Creek. Elle s'est déroulée près de la ville du même nom, en Ontario, et est connue pour l'attaque surprise et nocturne des troupes britanniques contre celles américaines. 2 officiers américains ont été capturés, et c'est de ces 2 hommes très précisément dont je veux vous parler. Ils se nomment John Chandler et William Henry Winder, et leur capture a été plutôt insolite. On est en pleine nuit, 3000 hommes côté américain, 700 côté britannique. On peut se dire que le match est fait, mais les Britanniques ont des informations précieuses qui vont leur permettre de mettre en place une stratégie et de prendre par surprise leur adversaire. C'est le chaos, il y a des hommes partout, il fait noir, on n'y voit rien. Les officiers américains John et William, qui pensent avoir rejoint leur camp, se rendent compte qu'ils sont en fait dans celui de l'ennemi. Alors forcément, la capture a été facile. La bataille de Stony Creek est considérée comme un moment décisif dans la guerre anglo-américaine, car la défaite américaine a empêché le Haut-Canada d'être envahi en 1813. Tout ça parce qu'ils se sont battus de nuit et que les gars se sont trompés de chemin. Ce bout de terre gelé de 1,25 km² n'a absolument rien pour lui. Il est inhospitalier, inhabité et juste inexploitable. Et pourtant, il a été l'objet d'une guerre qui a duré 49 ans. Il s'agit de l'île Hans, située dans le détroit de Nahr en Arctique, entre le Groenland et le Canada. Groenland, comme vous le savez, qui est administré par le Danemark. En 1973, les 2 pays ont tenté d'établir un traité dans lequel ils délimitaient leurs frontières dans cette partie du globe. Sauf qu'ils ne sont pas parvenus à un accord sur la souveraineté de cette île. Plutôt que de résoudre le conflit, ils ont tout bonnement décidé de repousser le problème à plus tard. Et ont préféré entretenir la politique du on est d'accord, hein, de pas être d'accord, que personnellement je surnomme la technique de l'autruche. Cette espèce de statu quo a duré un temps, mais 11 ans plus tard, les hostilités ont commencé. C'est les Canadiens qui ont ouvert le bal en 84 en attaquant de front. Ils ont planté leur drapeau et ont posé une bouteille à l'attention de leur ennemi. Je me suis tout imaginé en lisant cette phrase. Du poison, un cocktail molotov, un piège. Mais évidemment, rien de tout ça, on parle des Canadiens, c'était juste une bonne bouteille de whisky laissée à l'attention des ennemis. Manière de dire, les gars, on vous prend le territoire, mais sans rancœur, on vous offre de quoi boire votre somme. Le Danemark l'a vu et a riposté de la même manière. Ils ont juste viré le drapeau, mis le leur et posé du schnapps. Et ce manège a duré jusqu'en 2022, jusqu'à ce qu'un accord de partage ne soit trouvé. L'île est désormais divisée selon le tracé d'une fente naturelle. Et fun fact, c'est techniquement la seule et unique frontière terrestre entre l'Europe et le Canada. Lors de l'accord, les ministres se sont échangés une bouteille de schnapps et une bouteille de whisky afin d'enterrer dignement ce vieux différend. En fait, cette guerre qu'on a nommée la guerre du whisky, à juste titre, n'a été qu'une immense chamaillerie sans aucune arme, aucune violence, aucun dommage. Le Texas a gagné son indépendance grâce à une sieste. Ok, je résume peut-être un petit peu beaucoup. Mais bon, avant que je vous explique, un petit peu de contexte. Au début du 19e siècle, le Texas était encore un territoire mexicain, ce qui ne plaisait pas trop à une grande partie de la population texane, composée en majorité des colons arrivés tout droit des États-Unis. En octobre 1835, l'enchaînement coup sur coup de la grosse rébellion de Gonzales et de la promulgation d'une nouvelle constitution qui faisait passer le Texas d'État fédéré à simple département mexicain, ça met définitivement le feu aux poudres. Il n'en fallait pas plus pour que les Texans demandent leur indépendance et déclenchent dans leur sillage une guerre, plus précisément la révolution texane. Je vais pas vous faire un historique complet du conflit, donc hop, on fait un petit bond jusqu'en avril 1836. Depuis quelques mois, les troupes rebelles texanes menées par Samuel Houston subissent de grosses défaites face aux armées mexicaines du président Antonio López Santa Anna. Mais le 21 avril, la roue tourne à tourner. Les Mexicains, persuadés que les Texans n'attaqueront pas, prennent un petit peu de repos aux environs de l'actuel Houston. Sauf qu'en réalité, du côté adverse, on se prépare. C'est comme ça qu'en plein milieu de l'après-midi, en d'autres termes, à l'heure de la sieste, les soldats de Houston surprennent les belles au bois dormant mexicaines. Très peu de sentinelles étaient en place et les Mexicains, la tête dans le coltard, n'ont pas eu le temps de se retourner. Certains ont voulu fuir, mais les marécages et les rivières les ont pris au piège. Résultat des courses, 9 morts côté texan, côté
mexicain s'est KO complet avec environ 630 morts. C'était un véritable massacre. La bataille de San Jacinto a été décisive dans l'indépendance du Texas, car Santa Anna, capturé en plus, a dû signer et reconnaître l'indépendance du Texas. Bon, après il est rentré au bercail et est revenu sur sa décision, mais en vain, le Texas n'a plus jamais été mexicain. On est en Tanzanie, dans le parc national de Gombe Stream, à l'ouest du pays. Cette région est particulièrement connue dans le monde grâce aux colonies de chimpanzés qu'elle abrite, mais surtout grâce à la primatologue Jane Goodall qui s'y est installée pour y mener ses recherches. Elle a énormément documenté le comportement des grands singes et a permis une meilleure compréhension de l'espèce. Et c'est grâce à elle, justement, que nous en savons plus sur cette fameuse guerre des chimpanzés de Gombe. Jane est dans la région depuis une dizaine d'années lorsque Liki, le mâle dominant de la communauté Kasakela, décède. Son second, Humphrey, prend sa place, mais deux frères, Charlie et Hugh, se rebellent. Le groupe se scinde alors en deux, d'un côté les Kasakela et de l'autre un groupe rebelle nommé les Kahama. Les deux communautés cohabitent quelques années jusqu'en 1974. Au début de l'année, un singe de la communauté rebelle subit un assaut et décède. Cet événement marque le début d'une guerre qui va durer 4 ans et qui va conduire à la destruction entière des Kahama. Les mâles sont tués lors d'attaques surprises et d'embuscades. Certaines femelles également, mais plusieurs d'entre elles sont kidnappées et ramenées de force dans le clan des Kasakela. Tout cela constitue la première observation d'une confrontation guerrière lors de laquelle des primates déciment délibérément un autre groupe. C'est quand même fou quand on y pense. À l'époque, les interprétations des observations de Jane font débat. La primatologue est accusée d'avoir provoqué ce conflit à cause de sa présence trop intrusive. Plus tard, d'autres méthodes seront utilisées et confirmeront que la guerre est un acte naturel chez les chimpanzés. Dans un de ses livres, Jane évoque ce conflit et l'impact énorme qu'il a eu sur sa manière de percevoir les primates. Elle explique notamment qu'il est dur pour elle de se faire à l'idée que cette espèce peut être particulièrement violente envers elle-même. Entre 1904 et 1905, la Russie et le Japon ont été en guerre. Le motif de la rivalité, il y en a plusieurs. La péninsule coréenne, la péninsule de Liaodong en Chine et le sud de la Mandchourie. Le conflit prend fin en septembre 1905 lorsque le traité de Portsmouth est signé. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Le Japon récupère la Corée, Port Arthur et sa région, la péninsule du Liaodong, une partie de Sakhalin et les Russes doivent évacuer la Mandchourie du sud. Ça a été une sacrée déculottée pour eux et ça a prouvé à tout le monde que les grandes puissances du monde à l'époque ne l'étaient pas tant que ça. Le pire, c'est que l'Empire russe n'était pas seul à se battre contre le Japon. Il a pu compter sur des alliés. Enfin, sur un seul allié, le Monténégro. Et on va pas se mentir, lorsque la zone à défendre se trouve à plus de 8600 km de ton territoire, à part envoyer quelques soldats pour la forme, on peut pas faire grand chose. Et en plus, entre nous, le Monténégro, c'était pas non plus la force armée la plus peuplée au monde à l'époque, mais il faut leur faire honneur, ils ont tenté de soutenir leur allié. Ce pays est officiellement entré en guerre contre le Japon et a envoyé quelques volontaires pour assister la Russie. C'était avant tout un acte symbolique. Mais lorsque le fameux traité de Portsmouth a été signé, le Monténégro n'a pas été convié, sympa, et l'état de guerre entre les deux pays a été maintenu pendant plus d'1 siècle. Oui, parce qu'entre-temps, la principauté du Monténégro est devenue un royaume, puis il a été rattaché au royaume de Serbie, qui est devenu le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui est devenu le royaume de Yougoslavie, puis le gouvernorat italien du Monténégro. Il a été occupé par les forces allemandes et italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, puis il a été assimilé à la République fédérative socialiste de Yougoslavie, puis à la République fédérale de Yougoslavie, qui est devenue la Serbie et Monténégro, et enfin, alléluia, le Monténégro tel qu'on le connaît aujourd'hui. Autant vous dire que cette vieille déclaration de guerre du pays contre le Japon, on l'a un petit peu oublié entre-temps. Le Japon a reconnu l'indépendance du Monténégro en 2006, et cela leur a permis de réaliser qu'il y avait une guerre et de mettre fin à cette guerre, afin de développer entre autres de belles relations diplomatiques. Et dans le même style, on peut penser au conflit qui a opposé les Provinces-Unies et les Sorlingues dans une guerre qui a duré pas moins de 335 ans. Mais je vous en ai déjà parlé sur la chaîne dans le 77 consacré à la guerre, si ça vous intéresse. Voilà messieurs dames, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous êtes restés sur vos gardes, qu'aucun chimpanzé ne vous a attaqué, que vous n'avez pas déclaré de guerre à un pays disparu, ou que vous n'avez pas tapé une petite sieste comme les troupes mexicaines en plein milieu de cette vidéo. Oui, je me suis endormi. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.